Bonjour, bienvenue sur touspourlasanté.tv. De nombreux patients sont en attente de thérapie génique en France. Notre pays est une terre d'innovation, d'accueil précoce à l'innovation et a été pionnier dans le domaine de la thérapie génique. Mais accéder à ces supertraitements n'est pas simple. Et le processus est en train d'être revu. Il fait l'objet en ce moment même d'une discussion au Parlement dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Que va-t-il en sortir? Qui pourra bénéficier de cette thérapeutique? Dans quelles conditions? Comment améliorer l'accès qui ressemble parfois à un véritable parcours du combattant? Et si l'accès à la thérapie génique n'était pas le même pour tous? En matière de thérapie génique, les experts le confirment. Plus tôt on intervient, mieux c'est pour le patient. Il nous a semblé que la meilleure illustration était d'écouter Sarah, jeune patiente atteinte de rétinopathie pigmentaire, qui parle aux 20h de TF1. Vidéo. Moi personnellement, j'attendais pas forcément mieux voir dans ma vie. Et là, c'est comme une bonne surprise inattendue. Ce qui est merveilleux, c'est pour les enfants qui naissent avec ce gène. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tôt on opère, moins en fait la maladie a le temps de dégénérer. Alors, il y a deux façons de voir l'accès aux thérapies géniques. Il y a bien sûr l'accès au marché, mais avant ça, il y a l'accès aux essais cliniques, ô combien important. Isabelle Deguerre, bien sûr, vous initiez de très nombreux essais, puisque vous êtes un des centres évidemment de référence à l'Institut Imagine. Quelles sont les spécificités des essais cliniques dans les thérapies géniques? Les spécificités tout d'abord, pour accéder, enfin pour avoir l'autorisation pour participer à un essai thérapeutique où il y a une thérapie génique, il y a tout un process où on va être aidé en effet du pharmacien de l'hôpital, mais aussi où on va monter un dossier d'autorisation d'utilisation de cette thérapie génique, qui est ce qu'on appelle le dossier DUO à l'heure actuelle, mais qui est une autorisation qui nous est donnée si on montre par un certain nombre de preuves que nous avons une organisation sur le circuit du médicament et sur sa sécurité qui est totale sur le site et que nous avons les moyens d'évaluer et de surveiller ces enfants durant le traitement et pour la suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la négociation aussi avec les laboratoires pharmaceutiques qui lancent ces thérapies géniques. La majorité sont quand même des laboratoires éventuellement qui ne sont pas français, mais plutôt américains. Donc il faut aussi aborder ça avec une culture qui n'est pas obligatoirement tout à fait la même selon les pays, et où nous avons quand même une grande rigueur dans l'accès, les autorisations, qui fait parfois un peu peur à certains laboratoires qui ont l'habitude de situations des fois un peu plus laxes dans d'autres pays. Et donc c'est ce mélange de savoir-faire qu'on doit prouver pour pouvoir être un des centres investigateurs. Après, il y a le profil des enfants qu'on va inclure dans l'essai thérapeutique. Karen Ayache, la France est un pays attractif pour les essais cliniques dans la thérapie génique? On a un essai qui se déroule sur 8 sites, 4 en Europe et 4 aux États-Unis. Et donc en Europe, naturellement, nous avons la France. Alors, ce n'est pas forcément le territoire rêvé pour les essais de thérapie génique, parce que je pense qu'il n'y en a pas en soi. Mais la France est relativement en avance en ce qui concerne les centres experts, ce qu'on appelle également les European Reference Networks. Il est vrai que s'il y a un domaine où l'Union européenne a été, je crois, assez efficace, c'est dans le soutien, quand même depuis plusieurs années, de la cause des maladies rares et l'aide aussi bien aux cliniciens qu'aux patients, qu'aux sociétés de développement de médicaments. Et en Europe, et en particulier en France, c'est vrai que le maillage hospitalier est quand même très bon. Oui, et avec la recherche, l'éducation et le soin. Exactement. En même temps, c'est assez unique. C'est bien le concept des instituts hospitaliers universitaires. Exactement. Donc ça fonctionne bien en France. Ça fait d'ailleurs que dans le domaine du diagnostic dont on parlait tout à l'heure, la France est plutôt assez bonne dans les diagnostics
précoce, c'est peut-être un grand mot, mais en tous les cas, on fait des diagnostics moins tardivement que dans d'autres pays, et notamment qu'aux États-Unis. Chantal Bélanger, les essais cliniques, vous connaissez par cœur. C'est un processus très verrouillé, les autorisations pour les essais cliniques. Parfois, on a l'impression un peu lourd et qu'il faut pas mal de temps. Comment est-ce vu ces thérapies géniques du côté de l'administration? Ça fait peur ou est-ce qu'il y a des équipes spécialisées qui connaissent ça ou pas du tout? Alors, tout d'abord, il faut dire qu'un essai clinique, pour qu'il se déroule en France, doit non seulement avoir les conditions que Madame a rappelées, mais aussi doit obtenir une autorisation de l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité des médicaments, et puis un go d'un comité de protection des personnes, ou encore appelé communément comité d'éthique. Ça, c'est la règle, c'est maintenant la règle dans toute l'Europe. Et en ce qui concerne l'ANSM, les essais cliniques sont évalués en vue d'assurer la sécurité des personnes qui entrent dans les essais cliniques. L'objectif, c'est ça. C'est vraiment d'assurer la protection et la sécurité des personnes qui sont incluses dans les essais cliniques. C'est-à-dire que le protocole est adapté aussi pour le suivre et pour mettre en exergue les éventuels effets indésirables qui remettraient... et puis de les gérer, de gérer les effets indésirables. Alors Florence Alouche, comment ça se passe le recrutement des patients quand vous regardez l'ensemble des biotech ou l'ensemble des sociétés, la France versus les autres pays européens? C'est plus simple, c'est plus compliqué, on en a plus, on en a moins? En fait, ça dépend beaucoup du type de thérapie développée. Dans le cadre des maladies rares, et comme le disaient les intervenants, on a eu, depuis le plan maladies rares qui avait été mis en place, l'identification de centres de référence. Et pour beaucoup de maladies, et ensuite la création des instituts hospitalo-universitaires a permis de fédérer encore plus la recherche et l'innovation autour de maladies rares spécifiques, et les efforts qui ont été faits par le Généton, l'AFM Téléthon aussi, ça a beaucoup aidé. Donc le recrutement des malades atteints de maladies rares est déjà plus facile parce qu'on arrive à identifier des centres. Après, c'est comment se positionner pour le lancement des essais cliniques. Et comme vous le disiez, certains laboratoires qui font leurs essais cliniques en France trouvent que c'est un peu plus difficile de recruter des patients. Alors encore, ça dépend aussi des essais, des types d'essais. Est-ce qu'on est dans des essais de phase 1 sur des volontaires sains ou des essais directement de phase 1 ou justement, phase 1, on contribue plutôt à quel type de phase? Dans les maladies rares, c'est très clair qu'on ne fait pas de volontaires sains, donc on va directement recruter des patients. Et je pense que les situations sont complètement différentes pour les essais cliniques de phase 1 qui se déroulent en France, où là, on a des industriels qui pensent peut-être, alors je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, que c'est un peu plus compliqué quand même d'inclure en France en termes de rapidité, etc. Après, pour ce qui est des maladies rares, les réseaux dont parlait Karen sont extrêmement importants aussi, parce que c'est vrai que quand il y a des nouvelles startups qui se lancent sur des innovations disruptives pour des maladies dont il n'y a aucune solution thérapeutique, les informations passent beaucoup. On a aussi des réseaux comme Orphanet qui sont quand même des réseaux d'information pour les malades depuis bien longtemps. Ça aide, Orphanet. Ils savent absolument quels sont les centres de référence, quels sont les médecins qui sont investigateurs ou voire promoteurs quand ce sont des essais. Parce qu'il n'y a pas que les industriels qui lancent des essais cliniques, il y a aussi des essais cliniques à promotion institutionnelle. Et on parlait de l'essai du professeur Fischer et de Marina Cavazana-Calvo. Le premier SCID était une promotion institutionnelle. Donc on a aussi pris on a eu beaucoup de courage en France de lancer des essais cliniques à promotion institutionnelle en prenant la responsabilité d'essais compliqués avec ces essais cliniques. C'est compliqué dans ces maladies-là, ou est-ce que c'est plus compliqué, ou est-ce que c'est plus simple, Isabelle Deguerre, de parler aux familles et de les faire rentrer dans ces essais cliniques où, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'incertitudes? Je dirais que ça prend du temps, mais comme toute explication d'un essai clinique. Par contre, on a très souvent des familles et des parents extrêmement motivés et extrêmement, je dirais, volontaires,
et qui veulent s'impliquer aussi dans l'évaluation du traitement qu'on va donner à leur enfant. C'est-à-dire, ils ne sont pas juste des parents inquiets qui disent « Ah là, mon enfant a une maladie très grave », mais ils sont volontaires pour participer à la réflexion, à l'évaluation et aux bénéfices que ce traitement va avoir, et ce sont des vrais partenaires. Comment on définit les critères d'évaluation pour vérifier si ça marche, Karen Ayache? Eh bien, on parle avec les experts cliniques. Naturellement, c'est en général par cela que ça commence. Mais nous, chez Lysogène, on est extrêmement patient-centric. C'est lié à l'ADN de la société et à la raison pour laquelle elle a été créée. Mais c'est vrai que on a été une des premières sociétés à monter une position, un job qui s'appelle Chief Patient Access Officer. Et cette personne, qui est à mes côtés depuis des années, a pour travail de faire le lien avec les associations de patients, les familles, et justement d'intégrer dans toutes nos étapes de développement leur point de vue. Donc, ils sont acteurs de l'écriture du protocole. C'est ça qui nous intéresse, parce que c'est ça qui intéresse les familles. C'est, à la limite, c'est pas... Ils n'attendent pas, les parents, que leur enfant aille passer le bac. En revanche, ils attendent que leur enfant peut-être puisse se nourrir tout seul, peut-être puisse garder la marche, peut-être puisse vivre sans que quelqu'un... Ils comprennent cette notion d'évolution étape par étape, marche après marche. Dans l'ensemble, oui. Mais alors, ce que je voulais peut-être dire, je voulais profiter de cette tribune pour rebondir avec quelque chose que vous disiez il y a un instant. On est pionnier, oui, en France, mais là, on est en train de prendre du retard, et on est en train de prendre un retard majeur à cause du Covid. Je pense que ce qui est important, je voulais aussi vous dire qu'il y a cette option qui est certainement importante pour vous, c'est d'aller voir aussi les agences en vue d'un avis scientifique sur ces produits-là en particulier. L'idée, c'est que vous puissiez avoir, avec l'Agence européenne du médicament, voire avec les agences de Health Technology Assessment, les HAS européennes, des avis scientifiques. Et c'est sûrement fait, mais je le dis aux autres peut-être. Et dans ces avis scientifiques, voilà, dans ces avis scientifiques, au cours de ces avis scientifiques, normalement, il y a des patients aussi. Hein, c'est pour ça que quand vous parlez de patients, et d'autre part, sur le choix des critères, je parle en tant que... Peut-être je représente les agences institutionnelles. On va vous parler d'efficacité, de tolérance, des critères d'efficacité, des critères de tolérance. Le troisième critère important, qui maintenant est indispensable, c'est le critère de qualité de vie. Alors ça vous paraît peut-être évident, mais ça ne l'était pas jusqu'il y a très peu. Ça l'était pas du Et donc tout. il y a beaucoup de travaux qui sont actuellement en train d'être menés sur les PRO, les Patient Reported Outcomes. Exactement. C'est-à-dire les indicateurs centrés sur l'évolution du patient. Exactement. Centré sur le patient, et ça devient maintenant la norme, c'est le troisième critère le plus important dans les essais cliniques qu'il faut mettre en œuvre maintenant. Mettre au cœur des indices d'évaluation les patient reported outcomes, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, mais pas seulement, c'est-à-dire que, comme vous disiez, les associer au protocole, parce qu'il y a des choses que eux voient et qui sont une vraie avancée pour eux et qui ne seront pas forcément quelque chose qui sera pris en compte dans l'évaluation d'un dossier médical. Et pour quelqu'un qui perd la vision, il y a des choses qui nous échappent et des choses qui seraient tellement naturelles. Donc là, le développement des applications, c'est quelque chose d'extrêmement important. La médecine connectée doit entrer dans la recherche clinique de plus en plus. Juste pour conclure sur les essais cliniques, Karen Ayache, qu'est-ce que ça va changer, le nouveau guichet innovation de la NSM? Vous êtes au courant ou pas encore? Est-ce que ça change quelque chose pour les experts? Qui veut réagir? En tant qu'expert, nous pose problème, c'est que... on sent très bien que sur certaines maladies, nous avons une expertise qu'ils n'ont pas fort logiquement. Et en gros, ils nous demandent d'être experts ou de les aider dans l'évaluation. Et ils nous mettent dans des situations infernales où nous disant, vous avez participé à un essai, vous êtes impliqué dans le board scientifique du laboratoire pharmaceutique, monsieur machin, il y a conflit d'intérêts. Et on a beau leur dire, mais attendez, à partir du moment où on est peut-être 10 sur toute la France identifiés, spécialistes dans ce sujet-là, c'est évident que vous allez nous retrouver dans la majorité des boards scientifiques et qu'on est probablement les seuls à pouvoir vous servir d'experts pour réfléchir à la validité de cette étude. Donc là, il y a un problème de souplesse. Qu'on retrouve dans d'autres aires thérapeutiques, mais là, à l'évidence, vous êtes très peu nombreux.